avec un S à sport. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Logos FM. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs de Logos FM. Et oui, c'est la deuxième émission de l'année 2025. Donc ce soir, nous avons le privilège de recevoir le paratriathlète de très haut niveau, Antoine Besse. Salut Antoine. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très content d'être présent ce soir. Merci de l'invitation et merci de l'accueil chaleureux. On a aussi nos chroniqueurs, bien sûr, Maxime Secalo qui est présent. Bonjour à tous. Bonjour Antoine. Salut. Et bien sûr, Antoine Lafont. Salut Fabrice, bonsoir à tous. Bonsoir Antoine, et tu nous as réservé un wiki Antoine qui vaut le déplacement ou pas? En fin d'émission, restez connectés. Ça te met la pression un peu ou pas? Non, ça va bien se passer. Bon, le premier wiki, ça met toujours un peu la pression. Hein. Alors, donc, Antoine Besse, tout simplement, tu vas te présenter parce que les auditeurs veulent te connaître. Allez, c'est parti. Bon, moi c'est Antoine, je suis clermontois depuis maintenant quelques années. Je suis venu sur la région parce que à la base je suis rugbyman. Dans l'âme, c'est le sport qui m'a aidé à grandir. Et puis j'ai eu un grave accident maintenant il y a une dizaine d'années. Ouais. En vélo, une voiture m'a percuté pendant que je faisais du vélo. Ouais. Pour la faire un peu rapide, ma vie a été vraiment sur la sellette et c'est le casque qui m'a sauvé la vie. Et du coup, j'ai laissé l'épaule un peu dans la boîte à gants, l'épaule gauche. Mon bras est semi-paralysé, donc dans la vie de tous les jours, ça se voit pas, mais je peux plus le lever au-dessus de la tête. D'accord. Le bras gauche. Et par contre, je peux me servir de mon bras normalement, quasi normalement, quoi. D'accord. Donc, contre, si je peux me permettre, il faut mettre son casque. Parce qu'encore une fois, tu viens de dire que c'est le casque qui t'a sauvé la vie. Ah, là, c'est clair et net, sans lui, j'étais plus là. Ok. Et du coup, l'épaule en moins pour être dans le monde de l'ovalie, c'était compliqué, vous en doutez. Ouais. Je sais qu'il y a des experts autour de la table en plus. Donc j'ai cherché un autre sport pour me reconstruire. Ouais. J'ai un peu galéré, donc j'en ai pris 3 vu que j'arrivais pas à me décider. Et du coup, j'ai pris le paratriathlon. Ok, d'accord. Maxime ou Antoine, est-ce que vous avez une question? Quand tu dis que tu t'es blessé à vélo, c'est que tu faisais déjà du vélo en compétition comme ça ou pour le plaisir, ou c'était une balle pour aller chercher le pain? Ouais, c'était pas quand même pour aller chercher le pain, mais c'était l'histoire du rugbyman qui découvre un peu le vélo, quoi. C'est pas glorieux, quoi. Ça se promenait un peu avec un vélo de route pour découvrir les pédales auto. Ça pouvait tomber à l'arrêt, des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire que tu as eu le petit problème avec les cales à l'arrêt, tu as failli basculer sur le côté, quoi. Voilà, exactement. Tu connais, toi? Ouais, voilà. On est tous passés par là, de toute façon. Alors, ton palmarès? Parce que c'est mon petit doigt qui m'a dit que tu avais un super palmarès. Et mon petit doigt, il ment jamais. Il est très informé. Alors, vas-y, raconte-nous un peu ce palmarès. Et puis, moi, ce que je voudrais savoir aussi, et les auditeurs aussi veulent le savoir, bien évidemment, c'est ton quotidien. Comment tu fais pour conjuguer tous ces entraînements de haut niveau et puis ta vie perso, quoi. Comme mon palmarès et mon quotidien, c'est un peu pareil. Ça s'est fait progressivement, en fait. J'ai jamais eu la prétention de regarder ce qui allait se passer à l'international, par exemple. Ouais. Mais j'ai commencé à m'entraîner de manière un peu déraisonnable sur le temps, et j'ai commencé à faire du sport tous les jours, doubler un peu et m'entraîner à plein temps. D'accord. Donc aujourd'hui, une journée classique, ça nage tous les matins à 7h à la piscine de Coubertin avec la SPTT. Ouais. Je salue mon coach Nicolas qui est un gars qui m'entoure depuis de longues années. Nicolas comment? Nicolas Rancian. Ok. Et du coup, il gère aussi Alice Calandry qui est une super nageuse. Ouais, que je connais bien à Clermont Sport, bien sûr. Bien sûr. Ah ouais. Et donc voilà, les triathlètes commencent en général leur journée par nager comme ça. Quand le soleil se lève, on a déjà fait une dose de sport. Et puis, c'est énorme ça. Et puis après, je fais souvent aussi un peu de kiné préventif ou muscu. Plus ou vélo ou course à pied en premier selon l'intensité qu'il faut dans la journée, quoi. Ok. Et donc ça triple pas tous les jours, mais il y a quand même 2-3 jours où ça triple dans la semaine, ouais. Et puis en général ça double quand même, ou natation course à pied ou natation vélo, quoi, voilà. Ok, et ton palmarès? Et alors le palmarès, ça s'est fait aussi progressivement, mais j'ai eu 3 titres de champion de France. Puis quelques deuxième marche champion de France derrière Yannick Bourseau, qu'on connaît bien, et évidemment je suis obligé de le citer, surtout à Clermont, parce que c'est grâce à lui que je me suis reconstruit dans cette direction. Bien sûr. Et puis j'ai fait il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus, une première place sur une Coupe du Monde à Besançon, la manche de Coupe du Monde qui est en France.
Donc c'est les courses basiques internationales dans le paratriathlon. Et félicitations, Ouais, parce que des c'était courses pas mal basiques internationales. De couper la ligne premier, c'était pas mal. Ouais. Est-ce que mes amis chroniqueurs ont une question? Ouais, j'ai une question pour Antoine. Tu dis que tu as commencé ces 3 sports parce que tu les aimais. Est-ce que maintenant où la passion n'est plus là parce que c'est entre guillemets devenu une obligation, est-ce qu'il y a toujours autant de passion quand tu te lèves le matin pour les nager ou rouler? Ouais, donc déjà, il y a une hiérarchie dans les 3 sports. Hein. On ne les aime pas tous les 3 de la même manière. Moi, mon handicap fait que je nage à un bras. Donc forcément, c'est pas le sport que je préfère. Le vélo, c'est là où je prends un peu plus de plaisir. Tu sais de quoi on parle, hein, parce qu'on s'est déjà croisé sur les routes. Attention, Antoine Lafont, donc chroniqueur, est le sparring partner d'Antoine Bess. Attention. J'ai souvent souffert dans sa roue, malheureusement. on se promène un peu les week-ends, ouais. Et du coup, je me rappelle plus quelle était la question originelle. Ah oui, la passion. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un moment donné où je me suis rendu compte que le sport dans ma vie, dans ma formation, dans ma vie, dans mon éducation, était quelque chose, une soupape de décompression. Et le jour où c'est devenu mon métier, alors j'ai pas conscientisé ça du jour au lendemain, mais je me suis rendu compte que je prenais plus autant de plaisir qu'avant parce que il y avait la pression qui arrivait, il y avait le stress. Ouais. Donc voilà, on a dû réfléchir à trouver d'autres façons de changer les idées. C'est ça, oui. Nous, quand on n'a pas envie, on n'y va pas. Toi, voilà, il pleut, c'est ça qui est un peu compliqué. Alors au début, tu te consoles en disant ok, j'ai pas envie d'aller nager, donc je vais aller rouler. J'ai pas envie d'aller rouler, je vais aller courir. Bon, et des fois, est-ce que ça, la vision a changé du coup? Est-ce que quand tu as commencé le paratriathlon, tu as peut-être une vision sur la natation, la course et le vélo que tu n'avais pas forcément avant? Est-ce qu'au fur et à mesure des années, etc., la vision a changé? C'est difficile parce qu'en plus, c'est des parcours paratriathlon comme moi qui ont eu un accident. On découvre dans un second temps le sport de haut niveau. Et forcément, quand on s'entraîne, on progresse vite au début. Donc c'est quand même grisant de arriver dans une nouvelle discipline, de monter des marches tranquillement tous les 4 mois, quoi, de se dire « Ah ouais, là c'est bien, je ressens les progrès, etc. » Et d'un coup, on plafonne un peu. On plafonne un peu et on se dit « Ok, on se pose des questions, mais pourquoi on fait ça? Mais est-ce que… » C'est difficile, quoi. Et puis après, c'est le quotidien de tous les sportifs aussi, parce que, et en plus, eux, des fois… plus le souvenir de ce progrès, peut-être même d'ailleurs été tout le temps un peu fort dans cette discipline, donc c'est quelque chose d'assez complexe à gérer, effectivement. Ouais. Bah écoute Antoine, on est vraiment ravis de t'accueillir parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui pense que le haut niveau, finalement, il suffit de s'entraîner, mais bon, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le physique, mais il y a le mental aussi, bien évidemment, et puis des fois, effectivement, on n'a pas trop envie d'y aller, quoi. Parce que quand il neige, quand il y a du verglas, tout ça, quoi, on préfère rester sous la couette. Moi, je préfère rester sous la couette, en tout cas. Ouais, puis le mental, toi, je pense que tu peux en parler par rapport à peut-être d'autres sportifs qui n'ont pas eu des coups durs. Alors, dans certains sports, même dans les valides, entre guillemets, des grosses blessures, ça arrive, et pour s'en remettre, c'est compliqué. Mais toi, particulièrement, il a fallu aussi que tu te dises… trouver un peu un sens après cette grave blessure, en fait, tout simplement. Ouais, alors c'est intéressant ta remarque parce que ça me fait rebondir sur le paratriathlon en lui-même, les paradisciplines en général. Ouais. C'est vrai que quand j'ai rencontré les paratriathlètes, je suis allé les voir au championnat de France qui était à Montluçon à l'époque, j'ai pris une baffe dans ma tronche, quoi. Oui. Parce que j'étais là à faire mon chouineur, comment je vais faire, ma vie tournée autour du rugby, comment je vais faire maintenant pour me faire plaisir. Ma vie est chamboulée, et puis d'un seul coup, je rencontrais ces mecs. Donc des mecs, j'aime bien citer Jules Ripstein, médaillé olympique, qui est amputé fémoral. Voilà, donc il fait du vélo à une jambe, et le mec, il roule aussi vite que nous sur les sorties d'entraînement. Enfin, c'est quelque chose. Donc souvent, je pense, dès que je les ai rencontrés, je me suis dit que je voulais aller dans cette direction. Est-ce qu'un paratriathlète, Antoine, gagne bien sa vie ? Ah là, on est sur une question un petit peu touchy, surtout chez nous. Un paratriathlète gagne bien sa vie, je ne sais pas trop répondre. C'est plutôt la question, c'est est-ce que dans un sport de niche, on gagne bien sa vie ? C'est quoi un sport de niche ? Un sport de niche, c'est les sports qu'on ne voit pas à la une de l'équipe tous les matins, je pense. D'accord. Du coup, je vais dire oui et non, c'est compliqué. Déjà, dans des sports de niche, c'est compliqué de bien gagner sa vie. Donc, quand on est para, ça l'est encore plus. Bien que, après les jeux para, j'ai l'impression qu'on ait une dynamique qui s'instaure avec des besoins du privé de se rattacher à des valeurs. Des valeurs qui sont très, très bien véhiculées, évidemment, par nos sports. Par un handicap. Moi, je le vois bien parce que je fais un petit peu des conférences dans le milieu professionnel. Et c'est vrai que plutôt que d'arriver avec…
les médailles autour du cou et dire voilà les gars, moi je suis plus fort que la plupart des gens parce que je suis un sportif de haut niveau. Nous on arrive et on dit en fait j'ai un handicap et je l'ai dépassé et j'ai fait du sport. D'accord. Donc ça donne une autre image et voilà, on peut essayer de tirer un peu des ficelles. Moi je connais des sportifs, vous en avez entendu parler de para-athlètes pendant les Jeux qui arrivent forcément à tirer un petit peu leurs épingles du jeu. Après, de là à dire que c'est un métier à comparer avec d'autres sports dont on parlera, je suis sûr, juste après, notamment qui sont justement la à balle la orange. une de l'équipe. Voilà, par exemple, c'est sûr que c'est pas la même échelle de comparaison, quoi. Ok. Donc, super. Voilà, ce soir, on vous fait découvrir Antoine Besse. Alors, une petite dédicace à mon fils, parce que l'autre fois, j'ai fait une erreur. Et comme j'ai un fils que j'aime beaucoup, mais qui est un petit peu moqueur, donc je voulais rectifier le tir. Donc, on vous a bien fait découvrir Antoine Besse ce soir. On va parler d'actualité. L'actualité, pour moi, c'est Victor Wembanyama. C'est une folie, quoi. Il a 21 ans, il a des super stats cette année en NBA. Déjà l'an dernier, sa première saison était pas trop mal, mais cette année, il casse vraiment la baraque, comme on dit. Et à Paris, là, c'était vraiment un truc de dingue, quoi. Donc, Antoine, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Victor Wembanyama ? Je pense que c'est déjà numéro 1 de draft français, c'est historique. Après, une maturité folle. Ensuite, il marche un peu sur les traces de Tony Parker, mais je pense que à la différence de Tony Parker, pour moi, était le second de Tim Duncan à l'époque, et je pense que Wemby sera entre guillemets le mâle alpha de cette équipe. Mais il va s'arrêter où ? Parce qu'à 21 ans déjà, c'est un truc de dingue. Champion NBA et MVP. Ouais, ça serait bien, ouais, ça serait bien. Parce que pour l'instant, il n'a rien gagné. Hein. Après, il a 21 ans et c'est quand même rare de voir. Pour l'instant, il n'a rien gagné. Quand Curry est arrivé, il a mis du temps. LeBron, pareil. Donc, laissons-lui le temps. Ok. Maxime ? Ouais, si en plus on compare juste ses stats au bout là de cette même ce début de saison encore, on voit que en fait ses stats sont juste c'est pharaonique. Ce qu'il fait, il a un travail en défense, en attaque, il a l'agilité comme on dit d'un meneur, il a la présence dans la raquette d'un intérieur qu'on lui demande, et on voit exactement qu'en fait sa présence est appréciée à Paris, d'autant plus. On a l'impression qu'on avait affaire à un LeBron James, une star internationale. Et on parle de lui en France, mais en Amérique, c'est quand même incroyable aussi la popularité de ce garçon de 21 ans. Donc je pense qu'on est à l'aube d'un grand champion qui a un avenir tout doré en NBA, ça c'est sûr. Ok, Antoine, t'en penses quoi, toi, de Victor Wembanyama ? Moi, j'ai la vision un petit peu extérieure de ce sport, mais bien que j'ai connu le milieu de la balle orange. Ce qui m'impressionne, c'est sa taille, évidemment, et c'est son envergure, sa souplesse, son agilité par rapport à ce genre de poste, normalement, quoi. C'est vrai, donc, forcément, ça donne une sacrée donne baffe. Le tournis. Ouais, ça donne une sacrée baffe au milieu, quoi. C'est fou, quelqu'un de son gabarit, comme ça, shoot à 3 points, il est à l'aise, c'est incroyable. Alors, 2m21 ou 2m24 ? Moi, j'ai entendu 22. Avec ou sans les chaussures ? Voilà, exactement, c'est bien. Parce qu'en fait, c'est 2m21, mais en NBA, il mesure avec les baskets. Donc voilà, ça, je l'ai appris alors il y a un petit moment, il y a 2-3 ans, mais voilà, il met 2m24 avec une envergure de 2m44 quand même. Donc c'est sûr que c'est pas rien. Ça ferait un bon troisième ligne en touche, rugby. Hein. Ouais, faudrait qu'il prenne un peu d'épaisseur. Mais pour lifter, ça peut être pas mal, ouais. Ouais, et puis même pour aller chercher des ballons... Ouais, c'est top. En touche, on est tranquille. Après, si on parle de chaussures, 55 de pointure quand même, c'est vrai que potentiellement... c'est énorme, 55, c'est fou. Hein. C'est pas facile. C'est un ovni, c'est sûr. Ah, c'est fou. Hein. Bon, maintenant, on va passer à un autre sportif, une légende vivante qui s'appelle Novak Djokovic. Et Novak Djokovic, malheureusement, il est sorti sous les sifflets parce que voilà, il perd le premier set contre Zverev en demi-finale. Et il peut plus continuer. Si Djoko peut plus continuer, c'est qu'il peut plus continuer. Ça, c'est une certitude. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, là, mes trois amis, de cette sortie sous les sifflets en plus ? Moi, je trouve ça inacceptable. 0 pointé aux supporters australiens. Je comprends que les gens soient déçus. Ils ont dû payer quand même sacré prix pour voir cette demi. Après, il ne faut pas oublier ce que Djoko a amené au tennis. Tu me connais, Fabrice, je ne suis pas objectif. Je sais bien. Pour moi, Novak, c'est le plus grand de tous les temps et je ne suis même pas ouvert au débat. Ouais. Après, je peux comprendre les gens, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. Exactement.
Exactement, ça, c'est une très belle définition de ce qui s'est passé. On peut se rappeler Maxime. aussi de l'épisode Covid et l'Australie où donc Novak Djokovic n'était pas forcément en bon terme avec le public australien. Donc est-ce qu'on est sur un résidu de public Covid qui a eu du mal avec Djokovic et effectivement C'est pas impossible, ça. son départ un peu précipité. Enfin, c'est nul quand même. On est d'accord que Sincèrement, c'est nul. comme le dit Antoine, pour un champion comme ça, tous les plus grands champions qui l'ont précédé disent qu'on a affaire à une légende de ce sport, à une légende du sport en général. Moi, j'ai toujours du mal avec le traitement qui peut être fait pour ces ovnis et ces génies juste du sport, en fait, tout simplement. Antoine Bess, parce qu'il y a 2 Antoine. Donc, on parlait de Novak Djokovic. Et tu en penses quoi, toi, en tant que sportif de haut niveau, déjà de ce qu'il a fait, quoi, 24 titres du Grand Chelem, et puis ce qui s'est passé en Australie? Non, ça c'est clair et net que sur le parcours, c'est quelque chose d'admirable et de respectueux. Ce qui s'est passé en Australie, moi j'aime bien amener aussi une vision un petit peu extérieure. Il faut pas oublier aussi que ce genre de sport ont une dynamique qui se démocratise énormément. J'ai envie de parler aussi du cyclisme du Tour de France cet été avec des nouveaux supporters qui arrivent. Donc finalement, est-ce que c'est que du négatif de se dire qu'il y a des nouveaux supporters qui déboulent dans ces sports et qui amènent une fraîcheur, qui amènent une nouveauté, qui amènent de façon de faire différente? Je pense que Djokovic, ça lui glisse un peu dessus qu'il se soit fait huer sur son dernier match. Je pense que, voilà, oui. C'est ça aussi qui est pas non plus très bon après voilà, ouais. ça nous heurte nos valeurs profondes Bien sûr. du sport, mais oui, c'est pas forcément. Je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il y a, c'est que si ça, c'est pas quelque chose qu'on écoutait, tu vois, dans les années 80-90, des sifflets. Alors des sifflets, oui, parce que peut-être le protégé du public était en train de perdre, mais pas dans ce sens-là, tu vois. Je trouve qu'il y a quand même. Alors j'ai peur que déjà le rugby se footballise un petit peu et le tennis commence à se footballiser un petit peu aussi, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Oui, c'est sûr qu'on peut avoir, des doigts d'honneur, des invectives. C'est le moyen de communiquer du public. Après, c'est souvent le public est cruel. Ouais. Après, sans le public, on n'est rien non plus, quoi. Donc, c'était intéressant ce que disait Antoine aussi. J'avais pas pensé, mais les gens ont payé leur place. Ils voulaient voir un show. Peut-être qu'ils sont contrariés. Peut-être que c'est des mecs qui ont économisé pendant 6 mois pour se payer cette place. Enfin, voilà, il y a aussi tout plein de. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est la génération Twitter. Hein. Ça critique pour un rien et c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, ça a la mémoire courte. C'est ce que disait Mbappé. Au bout de il joue tous les 3 jours. S'il peut mettre un triplé le mercredi, s'il rate son match le samedi, on lui parlera que du samedi. Donc, ouais. Djoko, c'est pareil. Ouais, c'est très individualiste, comme tu le disais, Antoine. Ils pensent en fait à leur place. Peut-être qu'ils ont économisé des mois, des années pour se la payer. Et en fait, ils pensent pas au sportif lui-même qui, en fait, blessé, il va pas, peut-être se faire une blessure encore plus grave pour les beaux yeux de l'US Open, en fait. Donc c'est vrai que. Et puis l'image aurait été vilaine aussi c'est l'Open d'Australie. C'est ça. Ah, t'as dit l'US Open. Ah, pardon. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Non, hein. c'est que c'est le prochain. Oui. Par jure. C'est juste Roland Garros le prochain, mais c'est pas grave, t'inquiète. C'est bien joué quand même. Donc Antoine, en fait, le wiki Antoine, ça va être plutôt un débat, c'est ça? Ouais, je voulais simplement revenir sur le transfert du siècle. Ça sera pas de football pour une fois quand on parle de transfert. Ah bah tant mieux. Mais de Formule 1. Je pense que tout le monde voit de qui je parle. Ouais. Le plus grand de tous les temps apparemment. Lewis Hamilton. Au moins statistiquement, qui rejoint la Scuderia Ferrari. Et je voulais simplement avoir votre avis si, en 2021, certains disent qu'il s'est fait voler le titre à Abu Dhabi au dernier Grand Prix. S'il avait été champion du monde et pris ce 8e titre, est-ce que vous pensez qu'il aurait mis un terme à sa carrière et donc ne pas avoir rejoint la Scuderia Ferrari à l'heure actuelle? Alors, si tu me poses la question à moi, c'est vrai que cette fin de course, elle est un petit peu bizarre. Par contre, ce qu'on peut accorder à Max Verstappen, moi je me souviens bien du Grand Prix, c'est qu'il est 13e à quelques tours de l'arrivée et il y croit encore. Quel pilote croirait encore à la victoire étant 13e à quelques tours de l'arrivée? Parce que c'est ça aussi, il faut avoir un mental d'acier pour jouer encore la victoire. Alors c'est vrai que la fin du Grand Prix, il y a des questions à se poser. Après, s'il avait été champion du monde une 8e fois, je suis pas sûr qu'il aurait arrêté sa carrière parce que c'est vraiment un compétiteur et c'est un gagnant, Lewis Hamilton. Après, c'est vrai qu'en interview, il avait dit qu'effectivement, à l'aube de ses 40 ans, potentiellement, il raccrocherait les pneus et pas les crampons.
Mais donc. Trop fort, Maxime. Mais donc forcément, Je l'avais pas, celle-là. Pour raccrocher les pneus, ça c'est fort. J'aime. Mais pour moi, c'est vrai que 8 titres, et il aurait été le champion incontestablement de l'histoire de la Formule 1. Et donc voilà, il fait mentir, entre guillemets, ce qu'il a dit. Il se déjuge et il continue. Après, comme là, il l'a dit, c'est Lewis Hamilton, c'est un expert en communication. Et il explique que, évidemment, en gros, le plus grand pilote de tous les temps se devait de passer par l'écurie la plus emblématique et la plus grande aussi de tous les temps. Donc forcément, voilà, il a toujours un temps d'avance, Lewis. Ok. Après, le souci, c'est que peut-être qu'il va te faire l'année de trop. Parce que s'il se fait battre par Charles Leclerc pendant ses saisons Ferrari... Non, moi je crois pas. Moi, Charles Leclerc, il est pas bon. Ah bon? Ouais. C'est lancé. Ouais. Je suis pas d'accord. Après, la saison 2025, j'espère qu'elle te fera C'est mentir. pas bon. Moi, je pense que je fais mieux. À Charade. À Charade en plus. Si Dacia Duster, oui. Non, mais en plus, dernier petit mot avant de passer la parole à Antoine. Lewis revient avec Angela Cullen, sa physio, qui l'a accompagné chez Mercedes, avec ses multiples titres de champion. Ouais. Donc pour moi, tout est réuni pour que Lewis en fait fasse une très très grosse saison cette année. Moi, j'annonce qu'il sera champion du monde. Hein. Donc notez bien ce que je dis là. Et toi, Antoine, ton avis là-dessus? Non, moi j'ai pas d'avis, mais encore une fois, j'ai cette vision extérieure et moi je pense au business et évidemment dans un sport business, passer par la plus grosse écurie et d'être le plus gros pilote, ça fait sens. Donc forcément, quand les mecs se retrouvent entre eux, les investisseurs, etc., et ils prennent un petit stylo avec un chèque, ils disent ok, tu vas passer chez Ferrari, et puis Hamilton regarde le chèque et il dit oui, je vais passer chez Ferrari. Antoine? Moi, je prends juste les paris que le champion du monde sera bien habillé de rouge, mais il sera monégasque. Ok, donc les paris sont pris. Hein. Donc moi je l'annonce, mais vraiment en toute quiétude. Hein. Il n'y aura même pas photo, enfin bref. Mais voilà, c'est comme ça. Quoi. On ressortira les enregistrements. Ouais, c'est dans la boîte et rendez-vous en fin de Et nous deux, on s'engage pas. Non, c'est ça. Vous engagez pas? Non. Bon, ok, ça c'est bien. Moi, je trouve que pour clore entre guillemets le débat, la Formule 1 est de plus en plus disputée depuis ces dernières saisons. Et le fait que donc Lewis parte en rouge, pour moi les cartes sont totalement rebattues. On voit que chez Mercedes il y a un renouveau. Donc pour moi cette saison est quand même pleine de surprises. On sait que dans les années futures des nouvelles écuries vont voir le jour. Donc je pense que les années à venir vont être très intéressantes. Ok, justement, je pense à une question en parlant des années à venir. Comment un pays comme la France ne peut plus avoir de Grand Prix? Moi, je trouve ça, mais comme ça me... Alors, ça m'agace pas, mais franchement, c'est quand même pas normal, quoi. Ouais, malheureusement, ce beau circuit du Castellet, en plus. C'est ça, malheureusement, il y a le côté budget, Liberty Media, propriétaire de la Formule 1. C'est très compliqué, puisque les Grands Prix de Las Vegas, Miami proposent une enveloppe tellement grosse que, malheureusement, s'aligner est très compliqué aujourd'hui. Ok, Antoine? Je suis d'accord. En plus, les pilotes sont les premiers à dire qu'ils se font, désolé du terme, mais se font chier sur ce circuit. Enfin, je parle de Las Vegas, donc puis quand je vois qu'ils veulent supprimer Spa, non, ça me fait mes poils s'irissent. Ok, Antoine? Pas de Grand Prix de France? Est-ce que ça te parle? T'es pas obligé de répondre, hein, mais... Non, mais moi je vais faire un lien avec là où je cours. C'est vrai que je vais souvent dans les Émirats faire des courses et encore une fois je vais reparler de Chéquier, mais je pense comprendre pourquoi le Grand Prix de France peut pas rivaliser, parce que j'ai couru sur le circuit d'Abu Dhabi, j'ai fait un tour de vélo aussi sur le Alpha Ironman que j'ai fait au Bahreïn, qui est passé sur le circuit du Bahreïn, et évidemment on comprend pourquoi ces circuits sont plus sexy et attirent plus la compétition. J'ai regardé la SM Clermont-Auvergne parce que j'ai pas fait le déplacement. Il y en a qui ont eu la chance de faire le déplacement. Franchement, mais c'est un match qui doit se gagner, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Tu ramènes même pas un point de bonus défensif? Ouais, alors c'est vrai que le point de bonus c'est vraiment dommage et c'est vraiment pas payé avec la fin du match. Par contre, donc pour avoir été sur place, les conditions étaient vraiment exsécrables. Ça y est, il a trouvé une excuse. Ah non, je parle pour la finale du match, parce que quand à la mi-temps tu rentres à 3-0, t'as l'impression d'être dans les années 70, quoi. Ouais, alors que dans le rugby moderne... mais tu penses pas que, excuse-moi je t'ai coupé, mais tu penses pas que quand ils sont dans le camp de Pau là, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on prend pas les points au pied, et puis au bout de 20 minutes, ça fait 0-0, quoi. Si, après... faut respecter l'adversaire un peu, quand même. Bien sûr, mais tu viens avec une grosse équipe, la semaine d'avant, tu fais un match contre Bristol héroïque, je pense que tu viens avec des arguments... Tu sais que ton jeu est quand même basé sur les avants. Les conditions de jeu font que tu vas pas ouvrir sur l'extérieur.
tu fais le siège, c'est sûr que c'est pas du tout payé. Tu fais un essai qui est refusé pour un en avant pour un ballon très glissant. Donc bon, c'est pas forcément ça. C'est vrai que la physionomie du match, je pense que honnêtement, c'est plus sur la fin de match où en fait on doit être plus clinique et marqué sur des temps de jeu et en fait tout simplement au moins avoir ce point de bonus. Ok. Antoine Lafont, est-ce que je sais que t'as pas vu le match, mais est-ce que... Non, j'étais en train de souffrir dans la roue de Monsieur Bess à côté de moi. D'accord. Il t'a fait souffrir? Oui, vraiment, un peu trop. Là, quand on te voit comme ça, il a l'air d'être sympa pour toi. Ouais, alors les apparences sont souvent trompeuses. Il était en train de préparer l'émission. Là, c'était le professionnel qui parlait. Hein. On n'était plus là pour faire du talk show. Hein. Donc vas-y sur la SM, je t'ai coupé, pardon. Non, après, pour moi, il faut leur laisser le temps aussi. C'est une équipe en reconstruction. Après, je suis d'accord. Mais elle va durer combien de temps là? J'écoute que ça. La reconstruction, ça va durer combien de temps? On n'a pas de... Parce que Urios, ok, bon là, il a eu quand même une pleine saison. Après, bon, il avait pris l'équipe en cours. Moi, je pense que c'est un super coach, mais la reconstruction, ça va durer combien de temps? 10 ans? Non, après... non, je pense qu'il faut laisser 3-4 ans. Ok, non, mais c'est bien. C'est une bonne réponse. 3-4 ans. Déjà, on peut le voir, on est de retour en Champions Cup, donc la reconstruction a lieu, et puis on commence à être en phase finale de Champions Cup. Faut être champion d'Europe quand tu t'appelles Clermont. Là. On s'en fout des huitièmes de finale. Mais il y a quelques années, on était en challenge. Là, cette année, on est en phase finale de Champions Cup. On se qualifie, voilà, donc on juge de paix contre Northampton dans quelques semaines. Est-ce qu'on a l'équipe pour jouer sur le deux tableaux? Vaut mieux pas sacrifier une Coupe d'Europe pour tout donner sur le top 14? Moi, je suis de ton avis, ouais. Il faudrait peut-être sacrifier un tableau, mais... Parce qu'on y laisse des plumes à Bristol, quand même, mine de rien. Enfin, à Bristol, contre Bristol. Contre Bristol, ouais. Ouais, on sentait les joueurs un petit peu moins frais, j'ai trouvé. Et puis peut-être que ce point qui nous manque à Pau, on l'aurait peut-être pris. Et puis, est-ce que Urios... parce que Vern Cotter était un très bon coach, mais avait un défaut, c'est qu'il faisait pas tourner. Souvent, il faisait rentrer des joueurs à la 75e, 76e, et j'ai l'impression, quelqu'un comme Thomas Sett, par exemple, il joue beaucoup, je trouve. Donc bon, après, voilà. Je suis pas en train de critiquer, mais de toute façon, c'est le banc qui fait la différence. Il a bien fait de le titulariser contre Bristol, puisque c'est lui qui nous fait gagner le match, en tout cas. Et le point de bonus. Donc ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut être patient. Dans le rugby, c'est un jeu aussi de construction, et je pense qu'il faut être patient et le temps fera les choses. Ok. Bon, bah écoute, on verra peut-être dans 3 ans, lors le bouclier de Brennus ou la Coupe d'Europe, place de Jode. C'est une bonne nouvelle. Reconstruction 3-4 ans, donc ça c'est enregistré. Antoine Lafont, nous sommes le 28 janvier 2025. Comme Charles Leclerc, c'est enregistré aussi. Antoine, baisse cette fois. Les Jeux olympiques et paralympiques, t'en as pensé quoi? À Paris, bien sûr, en 2024. Hein. Évidemment. Pour ceux qui n'étaient pas sur Terre. C'est un sujet qui m'a tenu à cœur, parce que c'était un de mes objectifs majeurs, pour ne pas dire l'objectif majeur. Après, j'y suis pas allé et c'était compliqué parce que je me suis pas qualifié à 2 places près. C'est les boules, ça, non? Ça t'a... Je l'ai senti, évidemment, on l'a senti arriver quand on est dedans en immersion. On y croit jusqu'au bout. Tout à l'heure, tu parlais des pilotes de F1 qui croient au dernier moment, qui peuvent continuer à aller chercher la performance. Donc moi, évidemment, que je pensais à cet alignement de planètes. Après, voilà, ça s'est pas fait, mais du coup j'ai appris énormément, j'ai fait un petit bond dans la maturité. J'ai découvert plein de choses que je raconte d'ailleurs dans mes interventions dans les entreprises. Souvent j'aime bien citer mon employeur qui est Capgemini, parce que je leur fais des conférences évidemment en échange de leur sponsoring. D'accord. Et donc du coup j'ai orienté ma conférence sur une base de résilience et de reconstruction dans le sport de haut niveau, sur des émotions, sur le sportif et l'ego, par exemple. Il y a beaucoup de choses à débattre sur ces sujets. Donc c'était intéressant, j'ai essayé d'en tirer une petite valeur. Ok. Et donc, toi, tu vas pas donc à Paris pour 2 places, c'est ça? Oui, voilà. C'est comme ça, parce que dans le paratriathlon, il y a plusieurs catégories. Et donc, sur une discipline... Il n'y aurait pas pu y avoir une dérogation, sincèrement? Non, de toute façon, c'est plus le sport s'il y a des dérogations après. On arrive et puis on dit, non, laissez-moi passer parce que moi, je suis... Non. Il n'y a pas encore la wildcard en paratriathlon. C'était pas du tout le but de toute façon. Je m'étais fait une raison. Il y a pas de... Voilà. Par contre, j'en ai tiré un peu les enseignements.
Et je me suis dit, ok, je vais souvent en plus dans mes interventions, je parle de ça, d'avoir toujours une guideline en se fixant un objectif atteignable. Et je me suis dit, attends, ça sert à quoi de remettre exactement les pions de la même manière et d'aller chercher un résultat similaire? Et je me suis dit, ok, il manque un truc que tu n'as pas fait dans la tridiscipline, c'est le circuit un peu longue distance. Et donc je me suis positionné sur le Half Ironman dans un premier temps. Et d'ici 1 an et demi, peut-être sur le full Ironman. Donc ça serait pour aller chercher une perf. Et par contre, là, on arrête, on fait fi du handicap et on va aller se fighter avec les valides. Donc dans mon age group, évidemment. Et puis, l'objectif sera de performer parce que j'ai eu la chance, justement, au Bahreïn l'an dernier, la fin de saison, de récupérer le ticket Sésame d'accès au championnat du monde des amateurs. Voilà. Qui vont se dérouler à Marbella, en Espagne, le 8 novembre. Ah, je viendrais peut-être t'aider. Eh bien, félicitations. Félicitations, Antoine. Une petite question culture sportive pour vous trois, mes amis. Marcel Cerdan Junior est mort à l'âge de 81 ans, la semaine dernière. Est-ce que vous connaissez le nom de son papa qui était un super boxeur, champion du monde? Est-ce que vous connaissez le surnom? Il avait 2 surnoms, Marcel Cerdan. Allez, je vous laisse 30 secondes. Je vais donner ma langue au chat. Est-ce que vous connaissez les surnoms, Antoine? Tu as commencé sa question par son prénom. Donc du coup, je dirais Marcel Cerdan, puisqu'il s'appelle Marcel Cerdan Junior. Mais du coup, le surnom, je le connais pas. Non. Alors, moi, je parle du papa. Je parle de Marcel Cerdan. Senior. Senior, ouais. Donc, il avait 2 surnoms. C'était le bombardier marocain et l'homme aux mains d'argile. Parce qu'il était né au Maroc, c'est pour ça. Donc, je voulais faire un... Le premier, on voit quelqu'un de doux, globalement. Ouais. Non, c'était un super boxeur. C'était un super boxeur, mais je voulais faire cette parenthèse parce que moi, qui suis un féru de boxe anglaise, je ne pouvais pas ne pas en parler dans cette émission. Antoine Besse, merci pour ta sympathie, merci pour ta présence en tout cas. On te souhaite les meilleures choses du monde, les plus grosses performances, et puis de prendre du plaisir toujours à faire ce que tu fais. Merci beaucoup. Donc, merci aussi à Maxime et à Antoine, sans qui cette émission ne serait pas la même. Et puis moi, je vous remercie, chers auditeurs de Logos FM. Et n'oubliez pas, bien évidemment, de nous écouter, de nous réécouter avec les podcasts sur YouTube. Avec ASA Sport, c'est terminé pour ce soir. À très bientôt. À mardi prochain pour des nouvelles aventures sur Logos FM. Merci. Avec un S à sport. Logos FM.